Salut tout le monde, bienvenue de retour sur la chaîne La French Connection. Je suis Frédéric. Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier épisode de la mini-saga sur Jean-Luc Brunel. Jean-Luc Brunel, un caractère énigmatique, quelqu'un que nous essayons de comprendre. Son nom est de partout dans les médias américains. Il est impliqué en tout cas dans l'affaire Epstein. Les gens essayent de comprendre le rôle qu'il y a joué. Une de ses meilleures amies, Ghislaine Maxwell, est en ce moment derrière les barreaux. Elle a été arrêtée par l'administration américaine, par le FBI, tout simplement pour répondre de ses crimes, pour abus sexuels, pour trafic sexuel international et domestique. On va regarder tout ça. On va essayer de mieux comprendre en tout cas qui est Jean-Luc Brunel, sa carrière et bien sûr le rôle qu'il a joué dans l'affaire Epstein. Tout d'abord, j'aimerais vous donner un petit peu de contexte, du contexte récent. Nous devons pour cela revenir en août 2019. Epstein se donne la mort dans sa cellule au MCC, au Metropolitan Correctional Center. C'est un endroit où beaucoup de détenus, de grands barons de la drogue, de grands noms de la criminalité y ont séjourné. C'est un endroit tout simplement où les gens attendent leur procès. Le bureau du procureur américain du district sud de New York a promis aux victimes qu'il poursuivrait les co-conspirateurs, mais aussi le procureur général américain, M. Bill Barr, un ancien de la CIA d'ailleurs, monte au barreau et dit aux victimes que cette affaire lui est très personnelle et que lui aussi fera tout son possible pour rendre justice et de poursuivre donc tous les co-conspirateurs d'Epstein, que ce soit nationalement, c'est-à-dire aux États-Unis, mais aussi internationalement. Let me assure you that this case will continue on against anyone who was complicit with Epstein. Any co-conspirators should not rest easy. The victims deserve justice and they will get it. L'associé de Jeffrey Epstein et partenaire présumé Ghislaine Maxwell a été aussi arrêtée. Elle a été arrêtée au mois de juillet cette année. Elle a été arrêtée, ils l'ont trouvée dans une maison qui s'appelle le Tucked-Away à Bradford dans le New Hampshire aux États-Unis. Elle a été arrêtée tout simplement dans le cadre de l'affaire Epstein, de l'enquête Epstein. Elle est accusée par le procureur du district sud de New York d'avoir tout simplement participé dans ce trafic de mineurs, dans ce trafic sexuel, mais elle est aussi accusée d'y avoir physiquement participé. Donc ce sont des allégations et des incriminations qui sont relativement graves. Elle est pour l'instant en attente de son procès. L'enquête continue. Tout de suite, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet, de parler de Jean-Luc Brunel. Alors, qu'est-ce que nous savons sur Jean-Luc Brunel? Jean-Luc Brunel est né en 1946. Il est né Jean-Luc Charles Raymond Benchamoul. Il changera son nom en 1962. Le père de Jean-Luc était un dirigeant immobilier parisien de la haute société parisienne. On sait aussi qu'il avait un frère qui s'appelait Arnaud Brunel. Notre ami Jean-Luc Brunel était quelqu'un référé comme quelqu'un de charmant, quelqu'un de bonne famille. Il était intelligent, il était charismatique, un homme de petite taille, aux yeux bleus, toujours tiré aux 4 épingles. Jean-Luc Brunel commencera sa carrière professionnelle dans le monde de la restauration, mais aussi dans le monde du tourisme. Et puis Brunel va décider de diriger sa carrière vers le monde de la mode, un monde de la mode dans les années 60 tout simplement qui était en pleine ébullition. Il voyait cette opportunité. Brunel était séduisant. D'ailleurs, il va se marier, puis divorcer, et puis se remarier de nouveau avec le fameux modèle suédois Helen Hodberg, une très belle femme. Au milieu des années 1970, Jean-Luc Brunel va être offert une opportunité assez conséquente puisqu'il va rencontrer Claude François au cours d'une de ses soirées nocturnes parisiennes. Jean-Luc Brunel est entouré de très belles femmes, il attire l'attention de Claude François et Claude va lui faire part de ses projets. À cette époque, la carrière musicale de Claude François est à son pic. Claude François est un homme d'affaires. Il est déjà à la tête du magazine Podium, un grand magazine à succès en France. Mais il a d'autres projets qu'il veut développer. Il partage cela avec Jean-Luc Brunel. Il lui explique donc, lui parle de son nouveau magazine, le magazine Absolu, le magazine de toutes les sexualités. Et puis d'un projet qu'il a plus particulièrement à cœur. On sait que Claude François est féru de photographie et il lui explique qu'il a ouvert une agence de mannequins qu'il a appelée Girls Model. Et cette agence de mannequins, c'est un petit peu difficile. Il a du mal à trouver, à signer des contrats avec des mannequins. Et il voit en Jean-Luc Brunel quelqu'un qui pourrait l'aider à développer l'agence. Claude François, finalement, fera une
proposition à Jean-Luc Brunel, lui demandera de venir rejoindre ses rangs, une proposition que Brunel acceptera. Et Brunel va se mettre au travail tout de suite. Il va partir voyager à travers surtout l'Europe du Nord, dans les pays comme la Finlande, la Suède, le Danemark, puisque le monde de la mode veut des grandes, blondes, yeux bleus, très fines et très jeunes. À cette époque, la compétition était féroce, les agences se battent pour les mannequins, l'industrie de la mode est en pleine ébullition, il y a beaucoup d'argent à faire, Brunel le sait. Son compétiteur direct, c'est John Casablanca, c'est le fondateur de la fameuse agence de mannequins Elite, une agence qui a trouvé un succès très rapide dans la capitale française. Jean-Luc Brunel souvent sera décrit par John Casablanca comme quelqu'un de peu scrupuleux, comme quelqu'un prêt un petit peu à tout, et surtout quelqu'un qui ternissait l'image du monde du mannequinat. Cette coopération, malheureusement, ne durera pas puisque Jean-Luc Brunel et Claude François se sépareront. Jean-Luc Brunel va quitter Girls Model pour aller offrir ses services d'agent recruteur, de mannequin, et va les offrir à François Lanaud, le directeur de l'agence Paris Planning. Malgré tout ça, Jean-Luc Brunel va quand même développer sa carrière, il va avoir beaucoup de succès, il va en tout cas s'établir comme un des meilleur recruteur de mannequins en France. Il est l'homme qui donne du travail aux mannequins. Il est l'homme qui a la relation avec les grands noms de la mode. Et ça va durer un bon petit moment jusqu'au jour où un certain Gérard Marie, une sorte de protégé de John Casablanca, basé à New York, va venir prendre la tête de l'agence Paris Planning. Et là, ça va créer bien sûr des tensions. Et finalement, Jean-Luc Brunel finira par quitter Paris Planning et dira à François Lanaud, ça sera Gérard Marie ou ça sera moi. Mais il n'y a pas de place pour tous les deux. Jean-Luc va prendre cette opportunité pour faire un break. Il va partir à Ibiza pour y prendre du bon temps, pour se reposer, mais aussi pour ouvrir un petit restaurant. Ça ne durera pas très longtemps, mais il y restera un petit moment. Puis il décidera de rejoindre en tout cas le monde de la mode, de rejoindre la capitale. Il laissera derrière lui Helen Hochberg, son épouse. Il reviendra donc seul à Paris. Son premier point d'ancrage sera Karin Moxberg, qui tient l'agence Karin's Model, qui est une agence qui a une bonne réputation à Paris. Et il y sera recruté en tant que, tout simplement, agent de mannequin. La carrière de Brunel va exploser au cours des quelques années suivant son arrivée à Karin's Model. Il va bâtir, développer son carnet d'adresses. Il va prendre une réputation et une dimension nationale, mais aussi internationale. Il y a des mannequins du monde entier qui viennent à Karin's Model. Le monde de la mode, les grands designers lui donnent du travail à Karin's Model. L'agence marche très très bien. Et puis, en 1978, Jean-Luc Brunel, dû à son succès, va prendre la tête de Karin's Model. Nous voilà donc en 1988. Jean-Luc Brunel, on pourrait penser qu'il est au top de sa carrière, mais pas du tout. Il est très ambitieux. Il sait que le monde de la mode est un petit peu partagé entre New York, Paris et Milan. Il décide tout simplement de prendre une destination et ça sera New York. Il va convaincre son frère Arnaud Brunel d'aller lancer une nouvelle agence à New York. Ils y partiront donc en 1988. Ils vont trouver une partenaire locale, une certaine Kate Fates, qui va en tout cas rentrer dans cette aventure, une aventure qu'ils vont appeler Next Management Corporation, une compagnie, donc une agence de mannequins à New York qui par la suite deviendra un baron, un ténor du mannequinat et de l'agence des mannequins, aussi bien domestiquement mais aussi à l'international. En 1989, Arnaud Brunel, Jean-Luc Brunel vont solidifier leur relation avec Kate Fates et avec Next Management Corporation. Ils vont tout simplement signer, ils vont prendre 25% des parts de cette entreprise et cette aventure va durer à peu près 6 ou 7 ans. En effet, en 1996, l'agence Next Management Corporation va porter plainte contre les deux frères Brunel. Ils sont suspectés d'avoir détourné des mannequins, d'utiliser des mannequins qui sont déjà sous contrat avec Next Management, les utiliser à leur propre compte pour leur propre bénéfice. Alors, Jean-Luc va bien sûr quitter l'agence Next Management et je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé. N'oublions pas que Brunel est toujours à la tête quelque part de Karin's Models à Paris, donc c'est quand même son nom, c'est un nom qu'il utilise et d'ailleurs il va l'utiliser discrètement puisqu'il va ouvrir Karin's Models of America, il va l'ouvrir à New York tout en travaillant avec Next Management. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va commencer à exfiltrer un certain nombre de filles de Next Management et il va les faire travailler pour Karin's Model
Kate Fates va s'en rendre compte et elle va porter plainte contre les frères Brunel. Quelques années se passent et puis, coup d'éclat, en 1999, le nom de Jean-Luc Brunel est mentionné dans un documentaire de la BBC où un certain monsieur McIntyre, un journaliste d'investigation, part donc dans les coulisses du monde du mannequinat, dans le monde de la mode. Il aura l'opportunité d'interviewer un certain nombre de modèles, mais aussi de photographes, et les révélations sont choquantes. Sans oublier que 10 ans plus tôt, le fameux CBS 60 minutes documentaire va sortir. C'est en 1988. On va y apprendre en tout cas les pratiques et les coulisses du monde du mannequinat où on va révéler des pratiques très questionnables. On va aussi apprendre que l'abus sexuel et l'exploitation de ces jeunes mannequins venus du monde entier est tout à fait banalisé. Plusieurs modèles américaines qui ont travaillé avec Brunel y sont interviewés. On entend des reportages, en tout cas des témoignages assez bouleversants. On y verra aussi Eileen Ford, la fondatrice de la fameuse agence de modèles Ford Management. Elle a l'air un petit peu gênée par les questions. Elle va botter en touche. On va voir aussi Claude Haddad, un vieil ami de Jean-Luc Brunel, banaliser totalement cette interaction avec ces gamines de 16 ans en disant que ce n'était pas vraiment un gros problème et qu'à l'époque c'était tout à fait acceptable. Incroyable. On y entendra aussi des accusations très graves par des filles qui ont travaillé avec Jean-Luc Brunel. Elle nous explique qu'en fait Jean-Luc Brunel travaillait au chantage. Son chantage était très simple, c'est tu couches avec moi ou avec mes amis ou tu ne travailles pas. Donc c'est un chantage en tout cas qui est odieux. On se rappelle d'ailleurs des quelques mots que John Casablanca avait prononcés à l'égard de Jean-Luc Brunel en disant que Jean-Luc Brunel était un vicelard, Brunel était un vicelard et que sa place était derrière les barreaux. Alors tout ça bien sûr c'est des mots, c'est des allégations, des accusations. Il faut se rappeler que Jean-Luc Brunel n'a toujours aucune poursuite contre lui. Il y a une enquête en cours et en espérant qu'un jour on va voir un procureur, un juge se mobiliser pour commencer à demander des questions à cet homme-là. Brunel, bien sûr, va nier ces allégations, ces accusations, mais on apprendra que très peu de temps après, Eileen Ford et la société Ford Management va en tout cas rompre leur relation de travail avec Karen's Model et va rompre leur relation avec Jean-Luc Brunel. Et comme si ce n'était pas suffisant, en 2002, le fameux modèle d'élite Karen Mulder va dénoncer de nouveau ces pratiques, ces inconduites dans le domaine des agences de mannequins. Ça va éclabousser l'industrie du mannequinat, en tout cas de ces agences. Et puis, malgré toute cette attention renouvelée, eh ben, Jean-Luc Brunel ne sera jamais inquiété, il ne sera jamais poursuivi par la justice. L'agence Karen's Model of America s'était appuyée sur du financement qui venait de Arnaud Brunel, le frère de Jean-Luc, mais aussi de Étienne Desrois. Ces deux investisseurs, en 2003, vont décider de se retirer. Se retireront certainement parce qu'il y avait une plainte de Karen's Model à Paris. Ils voulaient que Jean-Luc Brunel arrête d'utiliser le nom de Karen's Model et tout simplement, je pense qu'ils y sont arrivés puisque en 2004, Brunel va changer le nom de Karen's Model of America et va l'appeler MC2. À cette époque, Jean-Luc certainement vivait un petit peu au-dessus de ses moyens. Il avait un train de vie assez important, il voyageait beaucoup. Maintenant, il a l'agence MC2, c'est sa responsabilité. Il a besoin de beaucoup d'argent. Et surtout, il en a besoin rapidement. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette première partie, une première partie de cette mini-série sur Jean-Luc Brunel. Il y aura bien sûr une deuxième partie consacrée au trio de choc, puisque Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein et Jean-Luc Brunel se sont retrouvés. Ils sont tous les trois à New York. Tout comme nous, si vous êtes passionné par cette affaire Epstein, n'hésitez pas à nous suivre, à faire des commentaires, même des suggestions, appuyez sur tous les petits boutons qui vont bien et je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie. Allez, ciao!